bienvenue chez Octopop. Salut Annabelle, salut Catherine. Et bonjour mesdames. Bonjour Bienvenue. Audrey, bonjour Annabelle. Merci Catherine d'avoir accepté notre invitation de participer au podcast. Alors pour les personnes qui ont un petit peu l'habitude de nous écouter, on laisse l'invité se présenter comme elle le souhaite, sous l'angle qu'elle le souhaite, sur le temps qu'elle le souhaite. Ouais, ça va être freestyle. Parce que nous on te connaît, mais pas forcément les personnes qui vont nous écouter. Qui est Catherine Testa? Qui es-tu? Waouh, c'est un danger de laisser des neuros A se présenter. On aime le Vous êtes danger. On joueuse, hein, vous êtes adore. Oui, joueuse. on adore jouer. Je vais essayer de la faire courte. Je m'appelle Catherine Testa. Effectivement, aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis auteure. Alors, comme beaucoup, j'imagine, d'auditrices et d'auditeurs, j'ai pas mal de cordes à mon arc. Mais c'est vrai que j'ai écrit 5 livres plus 5 autres projets éditoriaux. Donc, bah, on va dire que c'est la casquette qui me correspond pas mal. J'aime bien me mettre dans la case artistique. Voilà, ça va parler à Annabelle. En parallèle, je suis à la base entrepreneuse. Donc, j'ai fondé un site qui s'appelle l'optimisme.com et un autre qui s'appelle l'optimisme.pro, dont l'objectif est de partager des initiatives positives, sachant que je reboucle un petit peu, et je vais m'arrêter là juste après, qu'à la base, moi, je viens d'un autre domaine. En gros, je viens du développement durable. Donc, je suis diplômée en sciences et génie de l'environnement. D'abord, je suis chimiste. J'ai commencé par la physique-chimie, donc je suis passionnée par la physique quantique notamment. Mais voilà, donc j'ai d'abord commencé là-dedans. J'ai bossé 8 ans dans le développement durable en me disant, c'est bon, on va tous tomber dans une sinistrose ambiante, dans une forme d'éco-anxiété, mais on n'en parlait pas à l'époque. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus joyeux. J'en ai marre qu'on parle des sujets de façon toujours assez critique, hein. On a tendance à faire ça, notamment en France. Et donc, je me suis lancée sur l'optimisme, donc en créant ces sites, en partageant des initiatives positives, à la fois dans le monde du travail. C'est pour ça que ça me parle beaucoup, le parcours pro, et à la fois dans la société en général. Donc j'ai une équipe, etc. Et aujourd'hui, bah forcément, j'ai mon dernier bouquin, il s'appelle TDH. Bon, alors mon premier bouquin s'appelle Oser l'optimisme, le dernier c'est TDH et alors. Et c'est vrai que j'ai fait un peu mon braining out, mon coming out du cerveau, si je peux dire ainsi, en osant dire que j'ai un TDAH, en osant l'assumer publiquement avec beaucoup de questionnements. On pourra peut-être en parler après. Mais en gros, voilà pour la big picture, entrepreneuse, auteure et très engagée sur le sujet du TDAH. Merci Catherine. Ok, j'adore. Ça va, Ouais. c'était un jeu pas très dangereux en Bah fait. ouais, c'était pas Ouais, très, c'était nickel. J'ai nickel pour zappé des nous. trucs. Ouais. Bah Bah, oui, tu rajouteras au forcément, fur et à mesure, hein. je peux Oui, rajouter, hein. oui, oui. Exactement. Non, choisir, c'est renoncer. J'ai une grande phrase maintenant. Choisir, c'est Oui. renoncer. J'ai Ouais. compris que je ne pouvais pas tout faire en même temps. Donc maintenant, je fais des choix. Bah oui, voilà. Ouais. Moi aussi, Bravo. on connaît bien hein, ça. Alors, tu sais, on a une petite tradition dans le podcast, c'est que à la fin, toi, tu poseras une question pour l'invité d'après, mais donc nous, l'invité d'avant a posé une question qu'on va te poser, en fait. Cet invité nous a dit, si tu as une baguette magique, tu ne crains rien, que fais-tu? Je pars faire un tour de France en van, de l'optimisme, en rencontrant des gens, sympas. Je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où on manque beaucoup de joie. C'est un mot qui n'est pas politiquement correct. Dès qu'on en parle, on se dit que c'est une injonction, alors que non, c'est un état d'être en fait. Il y a des gens qui sont de nature joyeuse, entrepreneuse, innovante. Et je trouve qu'on ne le montre pas du tout assez dans la société. Et je trouve qu'on manque aussi de liens. En fait, on manque d'espace de rencontre. Et j'ai très envie, d'ailleurs, enfin, c'est mon petit coup de baguette magique, tu vois. Ouais, ça serait vraiment ça, de recréer, d'aller à la rencontre, tu vois, de rencontrer des gens sympas, bah, comme on fait aujourd'hui sur ce podcast, en fait, avec vous, mais aussi avec les gens qui nous écoutent. Cette histoire voilà, de rencontre dans la simplicité, de lien social qui a quand même un peu tendance aujourd'hui à s'effriter, parce qu'on est tous dans nos bulles, dans nos algorithmes. Enfin voilà, on voit la société qu'on a envie de voir, hein, parce qu'Internet nous montre ce qu'on a envie de voir en fonction de ce qu'on consomme. Et je crois beaucoup à la notion de territoire, en fait, de terrain, d'aller à la rencontre, et ça me ferait beaucoup plaisir. Mais si j'avais une... Attends, on va être beaucoup plus égoïste. Je pense que si j'avais une baguette magique, j'irais rencontrer Harry Styles. Ah, Ah, mais il faut quand même les être deux. honnête, tu vois, j'y ai pensé en te disant, il y a un côté très rationnel et il y a un autre truc un peu fan, quoi. Mais tu Ah peux oui, faire les enfin. deux, du Une coup, si mou tu as une girl. baguette magique, c'est OK. Je peux faire les deux, je sais pas lequel des deux est le plus simple. Et, bah, Harry Voilà. Styles dans le Mais, van.
Dans le van. Voilà, exactement, exactement. Alors, ouais, on en est là. Le van avec Harry Styles pendant plusieurs mois. Ouais, là, on tient le truc. Pas mal. Désolée pour Ouais. tous les auditeurs qui n'ont aucune idée de qui est Harry Styles. C'est un pauvre chanteur, c'est ma passion du moment. Et comme on le sait, on a un peu tendance à la logorée verbale, forcément, quand on a, quand, Ça, c'est quand on vrai. a un caractère comme le mien. Et du coup, j'ai envie que tout le monde connaisse Harry Styles, alors que c'est vraiment un chanteur de midinette. Bon, j'adore ce Oui, type. c'est ça qui est très drôle. Parenthèse Ah, fermée. merci. C'est ridicule. On commence super bien. On dirait pas, mais je ris et les larmes coulent, tu sais. Je m'attendais pas à ça C'est du tout. ridicule, mais bon, le ridicule ne tue pas, et c'est la vérité, hein, si je Ah suis non, honnête. c'est C'est pas juste ridicule. authentique et c'est parfait. On va poser un autre ridicule. Ça fait 25 ans que j'écoute les Hanson. Tu te rappelles? Les Hanson, Mbop. Bon, Ben, je vais Bien sûr. toujours à leur Mbop. concert. Ah, moi j'adore Mbop. Voilà. voilà. Ah, tiens, tiens. Et ça, c'est la Voilà. fidélité. Oui. Exactement. Ça, c'est la Ils le vérité. savent pas, mais bon, voilà. C'est comme ça. Merci Catherine. Euh, tu t'es rendu compte que tu étais en dehors du chemin traditionnel, mais tu t'en es rendu compte de quelle manière? Bon, alors, il y a deux éléments de réponse. Quand j'étais gamine, je me rappelle, et je le disais je crois, dans mon dernier bouquin, être comment ça s'appelle, à un passage piéton et me dire, mais les gens comprennent pas. Vraiment, tu sais, j'avais cette notion, les gens peuvent pas comprendre. Et je sais pas, ça fait très arrogant dit comme ça, mais pour moi, pendant des années, j'avais développé ce truc de toute façon, les gens, les autres comprennent pas, ils se rendent pas compte. Et en plus, comme j'ai commencé dans le développement durable assez tôt, tu vois, j'avais cette notion, mais les gens se rendent pas compte du lien, du besoin, du bien, enfin, tu vois, de tout ça. Donc, j'avais un monde intérieur qui était assez puissant. Sauf que j'avais des copains qui étaient, in fine, un peu comme moi. C'est-à-dire que, alors, on n'avait pas de diagnostic à l'époque, tu vois, on n'en parlait pas. Moi, j'avais eu un diag petite, mais c'était pas du tout un sujet chez nous, en gros. Tu vois, on n'était pas à l'époque où on allait voir des psys ou des choses comme ça, hein. C'était pas un sujet. Ou du moins, pas quelque chose de stigmatisant. Et en fait, le hasard de la vie a fait que finalement, on s'en est tous rendu compte entre 30 et 40 balais, si je résume. Mon meilleur pote a un TSA, il y en a un autre qui est hypersensible. Enfin, tu vois, on a tous eu des diagnostics qui ont été posés. Et donc, en fait, j'ai pas eu de souffrance, on va dire, inhérente à du lien social quand j'étais gamine. Par contre, j'avais un univers intérieur qui était assez puissant, plein de zones d'exploration, des côtés très caractéristiques de je change de passion. Donc, j'ai appris plein de langues, j'ai appris le piano, la guitare, le machin. Tu vois, j'ai fait cette notion un peu d'instabilité au bout d'un moment, en fait. Mais je m'en suis vraiment rendu compte, en gros, je dirais, ouais, quand j'avais à 30, ouais, peut-être 33, parce qu'en fait, j'avais monté ma boîte. Et tout d'un coup, quand tu montes ta boîte, tu n'as plus de boss. J'avais des salariés aussi à l'époque, mais j'avais plus de contraintes. C'est-à-dire, et puis je m'étais mise à vivre toute seule. Je vivais plus, voilà, je vivais plus avec des gens, etc. Et donc tout d'un coup, j'ai eu l'impression que, je savais pas que c'était un TDAH à l'époque, mais qu'il y avait quelque chose, franchement, qui sortait par tous les pores de ma peau, et je savais pas exactement ce que c'était. Mais je voyais bien que j'étais en décalage, que la linéarité des autres, enfin voilà, j'ai fondé l'optimisme, alors qu'avant, j'avais ce qu'on dit le meilleur en soi. Tu vois, le développement durable, je bossais à l'étranger, j'adorais mon boss, mes collègues, etc. Tu vois, et j'ai tout plaqué un peu parce que, impossible de faire autrement presque. Impossible de ne pas aller au bout de ma cause. Et je me rendais bien compte que mes copains, ils avaient des vies beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus linéaires, mais moi, je les trouvais pas plus, enfin, mes copains, les rationnels, tu vois, mais j'ai trouvé pas spécialement plus heureux. Donc, tu vois, j'avais pas cette notion d'effet de comparaison que beaucoup, je sais, ont. Par contre, à un moment donné, vraiment, je me noyais dans un verre d'eau parce que la fatigue de l'entrepreneuriat, le entre guillemets succès, si on peut dire ainsi, qui faisait que je passais beaucoup de temps en conférence à écrire, j'avais une boîte en parallèle à gérer. Je faisais, en fait, ce que j'avais compensé pendant des années, voilà, grâce à une forme d'intelligence, en fait, et tout d'un coup, j'y arrivais plus. Mais genre, je me prenais des amendes parce que je prenais mes billets dans le mauvais sens, j'oubliais de prendre des billets. J'étais incapable d'anticiper, ne serait-ce, enfin, j'ai eu des conférences, honnêtement. J'espère que les gens chez qui j'ai donné des conférences, ça va leur faire des sueurs froides. Mais je prenais mes billets, je me rendais compte le matin même que j'avais pas pris mon billet à la bonne date ou dans le mauvais sens. T'imagines, en fait. Et donc là, je commençais, en fait, la culpabilité était très, très intérieure, en fait, en se disant, mais punaise, comment j'arrive pas, etc., etc. J'avais des amis, en fait, qui me disent, j'ai des amis qui sont psy, je connais des gens forcément comme Élodie Crépel que vous avez eu, etc. J'avais autour de moi, de par mon métier côté monde du travail,
J'avais des gens qui avaient déjà parlé des HPI. Alors, à l'époque, on parlait plutôt du côté un peu HPI, etc., etc. Mais j'avais des gens qui me disaient, meuf, tu devrais aller consulter quand même. Tu vois? Et c'est vrai que comme moi, j'avais consommé beaucoup de contenu sur le TDAH, je me retrouvais là-dedans. C'était surtout aux US à l'époque, hein, qu'on en parlait. Là, ça commence un peu à pop-upper en France, mais comment dire, c'était moins le cas voilà, il y a quelques années. Et je me disais, mais on est tous comme ça, tu vois, quand même. Et c'est là qu'en fait, j'ai eu la comparaison avec mes copains neurotypiques en me disant, bah non, eux, ils sont capables de travailler de 9h à 17h de façon très linéaire, d'envoyer leurs factures à la bonne date, leurs ordonnances. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à explorer. Et je suis allée consulter, en fait, le jour où j'étais en souffrance. Parce que il faut savoir que les gens de mon équipe m'envoyaient des blagues sur le TDAH, des gens de mon équipe. Tu vois, ils m'envoyaient des blagues, en fait. Donc, pour me dire, tu vois, pour vous dire à quel point ça devait être saillant de l'extérieur, en Ouais. gros. Et j'ai fini par aller consulter parce que j'étais en souffrance, en fait, en me disant, c'était pas pour avoir une étiquette ou un coup de tampon, c'était juste en me disant, mais est-ce que c'est un burn-out? Est-ce que c'est tu vois, est-ce que c'est une Mm. crise, tu sais, de la trentaine, de la quarantaine, tu vois, on peut se poser ce genre de questions. Mm. Et du coup, un peu pour un peu détricoter, en fait, quoi venait de quoi. Et c'est là que j'ai eu le diag, effectivement, voilà, de TDAH, où là, je me suis dit, c'était donc ça, Eureka. Voilà. Et j'imagine, comme beaucoup, on revoit toute sa vie sous cet angle-là. On se dit, putain, c'est pour ça, c'est pour Tellement. ça, c'est pour ça. Mais en fait, il y a eu souffrance, j'ai envie de vous dire, seulement pendant mes années d'entrepreneuse, bah, parce que j'étais en bande passante très limitée et forcément, voilà, j'arrivais plus en fait à compenser comme j'avais pu masquer, compenser, comme on dit depuis pendant des années, quoi. Ouais. C'était cet environnement, en fait, c'est l'influence aussi de cet environnement. Finalement, tu dirais ça, que le fait d'avoir un job très cadré, etc., te contenait aussi, et que Ouais, alors l'entrepreneuriat est un cadre enfin, c'est le cadre que tu décides, que tu veux bien te mettre, et il y a le côté multitâche Que tu chez peux. l'entrepreneur. Mm. Alors, exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai pas été en souffrance dans ma vie professionnelle, tout simplement parce que je développais des projets. J'étais business développement. Du coup, je créais des projets, je participais à des projets en France, à l'étranger. Je créais vraiment mon job sur mesure. Donc, en gros, j'avais un cadre. Mon seul cadre, c'était d'arriver le matin à 9h30, on va dire. Mais en gros, ben, finalement, il y avait cette notion de redevabilité aussi, parce que ben, j'ai plutôt une conscience professionnelle. Et donc, tu vois, ça me cadrait. J'avais des collègues, on allait boire des coups, parce que voilà, moi, j'ai pris beaucoup de coups en terrasse, tu vois. On allait boire des coups à 18h30. Et donc, en fait, j'ai pas souffert dans le monde du travail. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent, mais il y a quelques jobs, en fait, tu sais, quand tu es dans de l'innovation, quand tu es dans de l'expérimentation, en fait, il y a quelques jobs qui sont faits aussi pour nous. Et j'avais eu de la chance, en fait, d'avoir les bons jobs, en fait, sur Mm. toute ma carrière, parce que bah, j'avais cette personnalité que des gens ont su voir et on me mettait, à chaque fois, limite, j'ai envie de te dire, on me donnait des pages blanches, en fait. C'était from scratch, je développais quelque chose. Et donc, je m'éclatais. Et le jour où, en fait, j'ai eu ma structure, et ben finalement, je pouvais aller au travail à l'heure que je voulais. Ce qui veut dire parfois prendre ma douche à 18h au lieu de la prendre à 7h du matin. Hein. Voilà, faut dire ce qui est aussi. On sait ce que c'est. Si je bossais de chez moi et que j'allais pas dans mes bureaux, bah, en gros, bah, j'étais en roue libre, c'est-à-dire que j'étais capable de bosser de 7h matin jusqu'à 23h sans même penser à prendre une pause. Et en fait, ce cadre en fait que je n'avais plus, avec en plus une responsabilité qui est la responsabilité des salariés. Hein. Voilà, il y a aussi beaucoup de, je pense, de femmes qui le découvrent quand elles deviennent mamans aussi. Bah, finalement, tout ça, ça fait une sorte de gloubi-boulga qui fait que ce qui avait été un facteur de protection, peut-être aussi, disons-le, je ne bossais qu'avec des neuroatypiques dans mon ancienne boîte. Ouais. C'est-à-dire que en fait, j'ai eu des loteries qui ont fait que ma personnalité, comparée à beaucoup de gens, je me suis pas auto-fouettée de me dire que je suis pas la norme. Tu vois, j'ai pas été rejetée par ma famille parce que j'étais différente, parce que j'avais pas eu un parcours, tu vois, un parcours linéaire. Et donc, je me suis pas auto-flagellée, je me suis pas auto-stigmatisée. Mais ben, finalement, force est de constater qu'à un moment donné, mais vraiment,
je perds des pieds. Et là, je commençais à vraiment avoir un déficit d'estime de moi-même avec un total décalage entre ce que les gens voyaient sur le papier. Tu vois, elle fait des conférences, elle écrit des bouquins, ça marche bien, l'optimisme, il y a plein de gens, etc. Puis la réalité, que j'étais pas foutue de prendre un billet de train en avance à la bonne date, quoi. Tu vois, il y a une sorte de dichotomie. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu besoin, voilà, d'un accompagnement et j'ai tout eu, hein. J'ai eu des thérapeutes, des psys, des coachs, des machins. J'ai tout fait, en fait, et tout m'a aidé, en fait, moi, j'appelle ça ma remontada. Tu vois, pour réfléchir à qu'est-ce qui va me convenir le mieux, justement, cet équilibre entre ce que j'avais avant et ce que j'ai aujourd'hui, comment je refais, en fait, quelque chose qui fonctionne, en fait. Et c'est vrai qu'on est dans une société linéaire et je pense que, enfin, nous, après, voilà, je ne veux pas faire de généralité, nous, neuroatypiques, on est quand même sacrément cycliques. Donc ça, c'est assez compliqué. Bon, Tu vois, et, et voilà, et la société linéaire dans laquelle on vit, ça peut être un peu difficile et que finalement, moi, la liberté que j'avais gagnée en me mettant à mon compte, bah, comme j'ai eu des salariés, je redevenais dans du linéaire, en fait. Et c'est pour ça que la casquette d'artiste, je la trouve hyper pratique. L'artiste, on lui fout la paix quand il réfléchit pendant 6 mois à son album ou pendant 3 ans à son album, on paraît que c'est normal, en fait. Et puis après, il ouais. produit. Bah, moi, je me dis, il faudrait qu'on tous qu'on soit des artistes, tu vois. Cela étant, pour le coup, si on fait un décroché, tu vois, les artistes, souvent, ce qui va manquer, c'est justement de penser en termes de métier. C'est un Oui. métier, c'est un travail. Et que, tu vois, tout n'est pas... la passion, souvent, ne suffit pas. Ouais, complètement. Et c'est là qu'en fait, bah, les éditeurs, quand tu écris un bouquin, te disent stop et te donnent une C'est ça. deadline. Que les agents te disent, bah, attends, moi, il faut que tu taffes parce que bah, je gagne 20%, enfin, ou 10%, je ne C'est sais ça, pas. De 10%, ce que, ouais. tu vois. Et là, finalement, c'est pour ça que je pense qu'il y a une notion d'entourage qui est hyper importante, Mm. qu'on ne mesure pas forcément. Mais globalement, dans toutes nos sphères, hein, l'entourage familial, l'entourage amical, l'entourage professionnel. euh, pour justement exécuter, parce qu'on peut avoir tendance à itérer. Moi, j'ai Oui, plein d'idées que j'ai choisies, que j'ai renoncé parce parce qu'il fallait choisir, tu vois. Et je c'est pense ça. que voilà, si j'avais pas eu de contraintes ou de gens qui me disaient ton bouquin, faut le finir, bah, peut-être qu'il y aurait zéro bouquin, tu vois. Oui, c'est Ah ça. ouais, Et en fait, ouais. tu vois, on en revient toujours à cette histoire de cadre, finalement. Comment il peut être contenant? Il faut qu'il soit relativement souple, hein, qu'il bouge comme ça. Les gens ne nous voient pas parce que, voilà, c'est un podcast. Donc, je fais des mouvements avec mes mains, mais, mais contenant quand même. Parce que sinon, il y a une espèce d'infini qui s'ouvre devant nous. Et l'infini, on adore, mais la société, Ouais. la linéarité, la productivité, La notion du temps aussi. ouais, la notion du temps. Ouais, Mm. c'est intéressant ce que tu dis aussi sur le côté besoin de cadre parce que bah, nous du coup on reçoit pas mal de personnes qui sont en reconversion ou évolution pro et qui nous disent ça va être la magie si un jour je me mets à mon compte. Ah, attention, rigueur plus hein, c'est pas du tout la magie et je pense que de l'entendre de ta part ça va remettre un petit peu Ouais. Et tu vois, moi, par exemple, comme j'ai zéro rapport au temps, de toute façon, même dans mon expression, c'est hier, aujourd'hui ou demain. Tu vois, un j'ai jour. aucun. Ouais, vraiment, tu sais, c'est très, très basique. Je me rappelle, tu vois, j'ai aucun rapport au temps. Mm. Et comme j'ai une totale distorsion du temps, j'ai vachement de mal à me dire, ça va me prendre tant de temps de faire ça. Dans ma tête, ça passe. Tu vois, c'est de mon côté très optimiste. Dans ma tête, ça passe. Alors, Oui. voilà, je me suis vue du coup passer des nuits entières en disant, je me suis vue aller à des soirées où il y avait quelqu'un que je trouvais sympa, papoter jusqu'à 2 heures du matin alors que je devais rendre un bouquin le lendemain matin, tu vois. Et du coup, c'est la nuit. Donc, tu vois, cette notion de rapport au temps qui est complètement distordue, qui peut te mettre dans des zones de galère, ouais, tu gagnes une liberté. Mais par exemple, aujourd'hui, moi, c'est quelqu'un dans mon équipe qui met mes deadlines. C'est-à-dire Ouais. que je lui dis, si je ne t'envoie pas le truc, tu me relances et tu me relances. Parce que bah, je sais très bien que j'ai une tendance naturelle, même en me connaissant bien, même en ayant vachement travaillé sur les outils, bah, j'ai tendance à partir en live
à la différence d'avant, c'est juste que je me vois faire aujourd'hui. Donc, je pense Ouais. que parfois, c'est encore pire. Oui, c'est Je ça. vois très bien que je suis en train de faire autre chose que ma priorité. Et je sais que je vais me mettre en zone de galère, mais je continue quand même à faire, tu vois. Et c'est pour ça, pendant longtemps, je me disais, mais mon cerveau, il est absurde, tu vois, il est anti-logique. Et donc, j'ai beaucoup utilisé cette expression, j'essaie de hacker mon cerveau, en fait. Parce que j'ai l'impression que il vit une vie parallèle à la mienne et je dois négocier, je suis en égo en permanence avec lui, quoi. C'est ça, il a sa vie autonome, C'est ça. Complètement, complètement. Et il complètement. faut voilà, dialoguer avec lui. C'est pas facile, hein. Non, pas du tout. Il est un peu Et rebelle, quoi. oui, c'est Et ça. il gagne souvent, c'est ça le pire. Je sais pas si tu en as déjà parlé ou si c'est quelque chose que tu as déjà identifié chez toi. Chez les personnes neuroa, je me permets de rebondir sur ta notion de cerveau où tu vois ton cerveau, etc. Chez les neuroa, souvent, il y a le cerveau et le corps. Et on a tendance à oublier le corps. Est-ce que tu y penses, toi, à ton corps, ou juste t'es un cerveau qui se balade dans une tête et c'est super pratique d'avoir des jambes qui se déplacent? T'as vu l'image? Alors, c'est une super question et je pense que c'est un vrai problème pour moi aujourd'hui, le rapport au corps. Alors, je m'explique, je me suis rendu compte que j'avais un corps le jour où je me suis fait des fractures, en fait, de Mm. la cheville, parce que mon corps, il est hyper compétent pour s'exprimer. C'est-à-dire que à un moment donné, quand ça allait pas, bah, justement dans ces périodes, je tombais. Mais je tombais littéralement, c'est-à-dire je me vautrais aplatie par terre. J'ai souvenir à Strasbourg, à Lille. C'est vraiment ridicule, c'est quelqu'un qui s'aplatit par terre. Et en fait, je tombais. En fait, mon corps avait vraiment cet outil d'expression. Après, étant profondément cyclique, j'ai des périodes d'hypersport, j'ai d'autres périodes où pas du tout. Et là, je suis dans pas du tout parce que j'ai d'autres choses à clôturer, parce que j'ai d'autres choses à projeter. Mais j'ai une sorte de confiance en me disant, j'ai conscience de la chose et derrière, je me Mm. rapatrie au corps Mm. bah, pour en prendre soin et ça va être assez phasique parce que souvent on a aussi une forme d'injonction, on doit faire ceci, on doit faire cela, tu vois, il y a un peu tout ça et bah, le fameux choisir c'est renoncer, de temps en temps il faut clôturer certains dossiers parce que Mm. à un moment donné dans mon bouquin je le disais, ranger mon appartement, je vous garantis que ça a été un projet. Ça. Et pourtant, il n'était pas dérangé de l'extérieur, hein. Mais tu vois, le trier, l'adapter à mon TDAH, à mon quotidien, ça a été une gestion de projet, en fait, en parallèle d'avoir ma boîte. Mais j'ai annulé des conférences pour ranger mon appart, quand même. Et donc, je le Oui. vois aussi, finalement, prendre soin de son corps. À un moment donné, il faut remonter la pente. Je vous parlais d'une remontada tout à l'heure. Je pense qu'il va falloir que je remonte la pente aussi avec mon rapport au corps. Mais j'en ai profondément conscience parce qu'il s'exprime. En plus, je suis très kinéso, je sais plus comment on dit, tu vois, T'es kinésien. kinesthésique. C'est-à-dire que, par exemple, ouais, exactement. Par exemple, quand les gens me parlent, de temps en temps, ils me disent quelque chose, ça me fait un frisson. Et la chair de poule, tu la contrôles pas, en fait. Ouais. Et donc, je sais qu'en fait, j'ai un outil matériel et j'ai un énorme coup de bol. Je pense que c'est ça aussi. Je n'ai jamais mal nulle part. J'ai hérité du bon côté de ma famille. J'ai un côté de ma famille où personne n'a jamais mal nulle part, en fait. Et ben, j'ai hérité de ce truc-là. Je suis hyper laxe, donc il y a plein de choses. Mais donc, en gros, tu vois, je sais qu'il faut en prendre soin. C'est juste qu'il va y avoir des périodes où bah, finalement, bah, à un moment donné, bah, tu vois, quand tu as une boîte, tu peux devoir mettre ça de côté pendant un temps parce Mm. que, et derrière le reprendre et je pense que c'est ça dont il faut aussi avoir conscience, de ne pas nier la réalité en se disant c'est pas grave, c'est quand même notre véhicule en gros, hein. Oui. Mais voilà. Mais je sais qu'en plus on peut prendre plaisir à ça et notamment voilà, dans le sport, dans le mouvement et voilà, j'ai pas forcément un bon rapport au corps. Par contre, je suis hyper, c'est ce que je me suis souvent dit, je me suis dit mais moi je suis j'ai hyperactivité donc je suis toujours en mouvement. Ouais. C'est-à-dire que Oui, c'est même ça. une journée où je fous rien, je suis capable de marcher 8 000 pas dans un appartement. Tiens, Comment tu c'est un truc fais? de dingue. Tiens, ben je sais pas. Tu sais, c'est parce que je me déplace, je vais à la cuisine, je tourne en rond quand je papote. Pareil, hein, là, je suis à la campagne. Le nombre de fois où je remonte des escaliers parce que j'ai oublié un truc, en Et fait. oui. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et donc, c'est vrai que je suis dans un hyper mouvement aussi en permanence parce que ben, je vais à mes rendez-vous à pied, tu vois. C'est pas que je ne bouge pas, tu sais, souvent on parle du mouvement et des choses comme ça. C'est juste que ben, je sais pas comment sont les autres. Moi, c'est juste que j'ai tendance à prendre du poids parce qu'ayant un rapport différent à la nourriture, et ben, j'anticipe pas le fait que demain je me dirais, oh, t'aurais pas dû faire ça. Tu vois, il y a une forme d'hédonisme en fait dans ce que je vis. Par contre, il y a vraiment des périodes de cyclicité. Alors, je sais que les nutritionnistes qui vont écouter ou les diététiciens vont dire c'est pas bien de faire ça. Après, bon, voilà, c'est aussi comme ça et c'est une façon, voilà, une façon d'interagir
réagir, j'ai toujours été comme ça aussi, et par contre, parce que ça vient toujours chercher des zones de plaisir aussi. C'est-à-dire que Et quand je oui, me mets au sport, je me Oui, mets à faire de la boxe parce que j'aime bien ça et j'ai beaucoup de mal à me contraindre et c'est pour ça que je me suis longtemps dit, enfin, je sais pas s'il y a des personnes qui se posent la question, mais que les neuroatypiques, en tout cas moi, hein, je parle que pour moi, hein, je suis pas une experte de tout ça. Je me suis longtemps dit qu'il y avait une forme très enfantine j'ai du mal à me contraindre à faire ce que j'aime pas faire. Je me suis longtemps questionnée sur ce truc-là en me disant: «Mais à quel moment tu vois? J'ai pas basculé dans la vie adulte, quoi». C'est, un peu, jamais, ne fais je me jamais suis ça, longtemps Catherine. bah, mais c'est voilà, mais du coup, je garde un enthousiasme des choses, quoi. ouais, mais la Oui, notion de plaisir, c'est hyper important. On le sait, enfin, tu vois, il y a la notion de récompense, de dopamine, etc. Et oui, c'est très important, en mmh, fait. Donc, Et c'est vrai que, en fait, comme j'ai un peu du mal, enfin, j'imagine pareil, hein, qu'il y a beaucoup de gens comme ça, tu sais, c'est soit à fond, soit pas du tout, en fait. oui, Et je sais que quand je me suis mise au sport, je suis obligée d'y aller absolument tu vois, 3 à 4 fois par semaine parce que je kiffe ça. C'est même pas une injonction d'un calendrier, c'est juste ouais, que, bah, je deviens dopée à ça plutôt qu'à la bouffe, en gros. Donc, me connaissant aussi vachement bien sur ce genre de choses, bah, je sais qu'à un moment donné, je peux pas tout faire en même temps, connaissant mes traits, voilà, mmh, connaissant mes traits. Et là, bah, je suis repartie un peu. Je sens que je suis au préambule comment ça s'appelle, de la notion de bien-être et voilà, prendre soin de soi. J'ai fait de la sophrologie, t'en parlais tout à l'heure. Enfin, j'ai expérimenté plein de choses en fait aussi. Mais il faut de la bande passante pour faire ça. Je pense qu'aussi qu'il faut oui, pas oublier que parfois c'est un privilège parce que tout le monde te dit, mais attends, regarde, ma mère encore me disait ça tout à l'heure, elle me disait Macron, il arrive à faire du sport, ah oui, bon, ben, mais tu il a vois. quand oui, même non, mais Bah, pas. Macron, je enfin, pense pas qu'il range son appart, tu bah vois. Donc non, c'est non, mais c'est aussi un peu, tu vois, toutes ces injonctions qu'on fait, voilà, mais pour autant, je sais qu'elles sont justes, hein, c'est pas, je les remets pas en question, mais bah, parfois, il y a aussi des bandes passantes qui sont compliquées. Ouais, moi j'aime bien la notion de se dire que quand même, soyons bienveillants et au-delà des cadres de la culpabilité, parce qu'on est quand même, enfin, ça vient vite, hein, cette notion de culpabilité, se Ouais, dire qu'on fait quand même du mieux qu'on peut au moment où on y est, quoi. Voilà, exactement. point, en fait. oui, Exactement. c'est se lâcher la grappe, en fait, sur le moment. Oui, on sait qu'on Mm. devrait mieux manger, oui, on sait qu'on devrait faire un peu plus de sport, oui, 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 mais enfin, Ah, là, il y a une deadline. c'est ça. Et que c'est périodique aussi. Tu vois, Mmh, c'est qu'on a tendance à se dire, punaise, en ce moment, je fais pas de sport. Alors que globalement, on est plus ou moins tous passés par une période où on faisait plus de mouvements, de sport, de machin. En fait, ça peut aussi revenir. C'est pas parce que, tu vois, c'est un peu cette notion de confiance en se disant, bah, pour le moment, pour X raisons, j'en fais pas. Parce qu'en plus, il faut remonter la pente, hein, quand t'as pas fait de sport alors que tu en faisais beaucoup avant, tout d'un coup, ouais. tu te trouves sacrément naze, hein. Mmh, Parce que ton corps, il oublie un peu tout ça. Donc, voilà, c'est se dire que c'est pas parce qu'on n'en fait pas aujourd'hui qu'on n'en fera pas demain et que parfois, voilà, mmh. c'est une notion ben, qui est beaucoup plus complexe que le simple il faut. Tu vois, il Ouais, suffit de te trouver une heure par jour. Bah ouais, mais ouais, quand, Ouais, bah quand tout non, ton sujet c'est ça se l'orga, saurait. ça se saurait, ouais. c'est ça, c'est Et ça. puis, Tout à l'heure, tu nous as parlé, et puis, je te suis aussi depuis un certain temps, tu parles très souvent de l'environnement, c'est-à-dire rangement, triage, l'environnement aussi des lieux que tu découvres, là encore cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, ouais, pareil, la notion du temps. Il y avait des énormes lieux avec des grands plafonds, super déco, etc. Et tu partages très souvent. Euh, alors j'ai plusieurs questions là-dedans. Comment c'est important pour toi dans ta vie? Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça l'était et est-ce que tu mets en place des stratégies pour que justement ces importances-là soient toujours aussi pétillantes dans ta vie, soient toujours aussi importantes? C'est très vaste, Alors, hein? non, mais il y a plusieurs éléments de question, donc j'ai plusieurs éléments de Ouais. réponse. On va commencer par la question rangement. J'arriverai sur le lieu juste après. Euh, Moi, pendant des années, je me suis dit, putain, est-ce qu'on passe sa vie à ranger, c'est vraiment qu'on n'a rien qui nous intéresse. Pardon pour ceux qui adorent faire ça, mais dans mon regard, J'arrête pas, c'est moi. terrible. Mais vraiment, je me disais, mais c'est pas possible, tu vois, c'est vraiment que t'as rien d'intéressant à faire quand tu passes ton temps à sticker les trucs. Après, j'ai compris, hein, attention, je remets de la nuance pour tous ceux qui m'écoutent en se disant, c'est pas sympa de dire ça. Je sais que c'est un conditionnement sociétal, social, ce qu'on a vu faire de ses parents, puis on peut avoir hyper peur des araignées, etc., etc.
Mais c'est vrai que moi, ayant plutôt grandi à la campagne, bah, finalement, tu as de la poussière un peu partout, tu vois? Tu ne tiens pas une maison à la campagne, quand il y a des animaux, des choses comme ça, de la même façon qu'on tient, l'appartement à Paris. Donc déjà, pendant des années, je me disais, «Punaise», tu sais, je voyais les nanas, qui étaient en train de ranger leurs tiroirs. Je trouvais ça vraiment hyper curieux. Je trouvais ça hyper curieux. Et donc chez moi, il y a comme je suis quelqu'un d'assez, alors je suis pas du tout hyper sociable, ça serait faux, mais j'ai le sens de l'accueil. Tu vois? J'adore avoir des gens, en fait, tu vois? Mon appart a toujours été, il y a toujours des gens qui passent, je le prête à des copains et cetera. Donc j'avais cette fameuse convention sociale qui faisait que mon appart était bon an mal an, plutôt, voilà, plutôt bien rangé, mais on va dire en surface. Parce qu'avant de comprendre mon TDAH, j'avais un appartement qui était joli. Tu vois, c'était blanc, c'était zen, c'était moelleux, c'était molletonné, quoi. Mais j'avais pas réfléchi à l'usage de mon appartement. Mmh. Et en gros, bah, quand j'ai découvert que j'avais mon TDAH, mon enjeu, moi, c'était pas de prendre des médocs à vie. C'était, je suis pas pro médoc à la base, j'en ai pris à un moment donné, on pourra en parler si vous voulez en parler derrière. Mais mon enjeu, c'était plutôt ma remontada et donc je me suis rendu compte à quel point l'environnement, en fait, était hyper important parce que, ben, finalement, le manque d'attention, ça fait que je remets pas les trucs au bon endroit et cetera et cetera et que derrière, je passais beaucoup de temps à ranger, mais parce que j'avais un appartement qui était surchargé. Forcément, moi, on m'envoie plein de bouquins, je lis beaucoup, j'avais 800 bouquins dans un couloir dans mon appartement, tu sais? Un peu comme dans les films, tu sais, ces bouquins qui montent, Qui alors s'empilent. ça fait classe. Voilà, Ouais, c'est ça, c'est ça faisait des Ouais, piles c'est qui ça. montaient, vraiment, dans mon couloir qui allait à ma cuisine. Bah, le problème, c'est que quand tu as 800 bouquins, va faire la poussière. Ah oui, tu la fais Tu pas. vois? Parce que c'était vraiment juste bah, tu peux pas, en gros. Tu peux pas parce que, genre, tu déplaces la pile, tu vois, tu as tout qui est un petit peu bancal. Donc en gros, du coup, bah, j'ai facilité l'usage, c'est-à-dire que, bah, j'ai vendu un peu sur Momox, j'ai rempli la boîte à livres, du bas de ma rue. D'ailleurs, c'est Mmh. incroyable, les boîtes à livres, tu mets le matin, le soir, il y a plus. y a Mais je plus sais rien. pas, Ouais. j'ai peut-être mis 500-400 bouquins, tu vois, dans cette fameuse boîte à livres. Ah ouais, ouais, en fait, je me suis dit quel bouquin j'allais relire parce que pour que ça fasse déco dans mon appartement, bah, j'étais dans une sorte de simplification. Donc tout d'un coup, je me suis mis à beaucoup réfléchir à l'usage de mon appartement et j'ai rangé, mais vraiment quand je te dis un par un, l'intégralité de mes placards. J'ai commencé à suivre des gens, tu sais, qui expliquaient qu'il faut pas mettre dans une boîte parce que quand tu mets dans une boîte, bah, tu tires la boîte, t'as le dessus de la boîte que tu ouvres, donc ça te fait plein de manips en gros qui sont en trop. Donc j'ai mis des trucs un peu transparents. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup délestée. Alors attention, spoiler quand même, ça c'était il y a, je sais pas, 3 4 ans. J'ai pas encore trié les fringues. C'est-à-dire que j'ai vu ça comme un projet, en fait, un peu à long terme, parce que sinon, ça Mmh. devenait encore une injonction supplémentaire. Et ça peut avoir un énorme coût, en fait, de faire ça en termes de temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mmh. Et finalement, ben, en gros, je suis rentrée quand même dans une zone de plaisir parce que je crois que c'est Annabelle qui me posait la question, j'ai beaucoup gamifié tout ça. Mmh. C'est-à-dire que j'étais Mmh. contente, j'avais fait une étagère et au lieu de me dire je vais ranger mon appart, j'étais hyper fière d'avoir rangé une étagère, tu Étagère, vois, ouais. Carrément. un tiroir. C'était mon objectif du week-end, le tiroir. Parce que sinon, ben, on se connaît, on a tendance à en vouloir tout faire d'un coup, on met tout, puis après on se regarde en se disant bah non, je vais tout remettre, tu vois. C'est C'est ça. donc un peu cette notion de démotivation qui était voilà, qui était compliquée. Et donc en gros, j'ai eu un rapport en fait à l'espace où j'ai réfléchi où est-ce que je mets mon tu vois, comment je mets mon ordinateur, pour éviter que je voie la rue parce qu'après je regarde la rue, tu vois? En fait, j'ai beaucoup réfléchi à Tellement. l'espace, à ma chambre. J'ai mis, j'ai mis les enfin, c'est très bête ce que je vais dire, mais j'ai mis les culottes, les chaussettes dans le bon ordre. Parce qu'en fait, Mais oui. avant, j'avais juste mis ça de façon, voilà, quelque part, si je résume. Maintenant, bah, c'est le bon ordre, ça m'évite de faire, tu vois, des allers-retours, parce qu'il y a l'indécision parfois du matin qui peut s'emparer si tu es pas dans une période monomaniaque à t'habiller pareil tous les jours, tu vois? Et donc, en gros, tu vois, j'ai redesigné, en fait, mon intérieur en itérant, en fait et Mmh. mais des trucs de base, j'ai perdu un nombre incalculable de shampoings parce que la boîte, elle était, dans la salle de bain, mais elle était fermée, alors on la voyait pas et donc je rachetais parce que je me rappelais pas Mmh. si j'avais. Donc tu vois, je me suis un peu contrainte à avoir des trucs à pompe
aussi. Ah, Tu vois, dans la douche, en me disant, bah, ça facilite l'usage, en fait, plutôt que le truc qui peut tomber. Enfin, tu vois, j'ai vraiment revisité tout mon intérieur sous cet angle-là. Et c'est un truc qui m'aurait semblé, mais vraiment absurde il y a quelques années, tu vois. Tu Ouais. vois. Mais je l'ai pris comme une expérience en me disant, ça va me faciliter la vie, ça va m'enlever du coup, finalement, de compensation quelque part. J'ai pas fini les fringues, mais par exemple, les fringues, en tout cas, je les ai quand même classées par couleur, en fait. Déjà, pour m'inciter à remettre la fringue au bon endroit, je ok. mets, je mets ça par couleur. Dans mon environnement, après, c'est parce que c'est peut-être très fonction de mon caractère. Je déteste la comptabilité, hein. Alors, je sais qu'il y a des génies de la compta, hein, mais je déteste ça. Au lieu d'avoir, tu sais, ces classeurs qui sont ultra moches, de couleur noire, marron, enfin rouge, bah, j'ai Je me acheté souviens des de tes classeurs, stories. Moi un aussi. panel pastel. J'adorais. Ah, Je m'en C'est c'était tellement souviens, moi satisfaisant aussi. à regarder. J'étais là, Moi oui, aussi. je Je peux y me disais, aller. oh, c'est trop bien. Mais oui. Et tu vois, c'est un détail, mais du coup, bah, finalement, mes classeurs, je peux les voir. Maintenant, c'est pas des trucs moches. Ça Mm. me fait un camailleux de couleurs et ça t'incite vachement plus à mettre le papier dans le bon classeur. Ouais, Par c'est vrai. contre, bah, t'imagines bien qu'il a fallu que je vide tous mes anciens classeurs et qu'il y a eu des zones de douleur en fait dans toutes ces étapes. Sauf que je recommande vraiment à toutes les personnes qui m'écoutent, voilà, d'expérimenter ça, de pas se foutre la rate au courbouillon, parce que clairement, moi, ça m'a pris. Et encore, j'ai des copines qui sont venues m'aider, tu vois. J'ai eu des appels, je le raconte dans le bouquin. Un jour, j'ai appelé un copain. On est resté 8 heures au téléphone parce qu'il y a cette fameuse notion de body doubling. Parce que Ouais. généralement, c'est pas ton mec ou les gens avec qui tu vis qui vont t'aider parce que eux, ça a plutôt tendance à les agacer en fait parce que voilà, ils peuvent le vivre au quotidien. Donc, tu vois, j'ai passé 8 heures au téléphone avec un copain voilà, pour avancer sur ça. Donc, c'est pour ça que je parle un peu de l'environnement. En tout cas, ça, c'est l'environnement du quotidien. Et c'est vrai que sur mes stories, moi, je parle beaucoup de ce que je vois, en fait, parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui perdent espoir. Alors, je sais pas comment, Mm. j'imagine voilà, que vos auditeurs ou auditrices, ils se le disent peut-être. Moi, ça me paraît important de remontrer qu'il y a des gens qui sont sympas, qui sont Mm. bienveillants, qui sont beaux dans la société. Et j'ai plein de gens qui me disent, mais moi, je les rencontre pas. Ces gens, ils sont où, en fait? Et c'est pour ça que, ben, à mon sens, hein, plus on s'exprime dans notre entièreté, tu vois, j'ai pas peur de dire que c'était le bordel, enfin voilà, tout ça, et ben plus on rencontre des gens qui eux-mêmes s'autorisent dans leur entièreté aussi, en fait, dans leur simplicité, dans leur sincérité. Et donc, c'est aussi ça que j'ai beaucoup à cœur, en fait, de mettre en avant, en se redonnant un goût de l'émerveillement des gens, en fait, Mm. mais aussi des jolies choses, en fait, qui nous entourent, parce que bah, nous, les premiers, on peut être envahis par nos pensées. Si on a vécu un truc qui n'était pas bien, on peut se balader, tu sais, avec un petit nuage noir au-dessus de Oui. la tête. Et ce goût de l'émerveillement, je pense qu'on le perd parce qu'on nous dit, non, mais attends, c'est pas grand-chose, tu vois, c'est juste une belle charpente. Je pense que parce que la semaine dernière, j'étais dans un joli lieu, en fait, de séminaire, il y avait une Oui. belle charpente. Moi, je trouve ça cool d'avoir une belle charpente, tu vois. Et Mm, c'est tout à vrai que fait. ce goût de l'émerveillement, moi, je pense que c'est un facteur de protection qu'on perd. Tu m'emmènes à Séville ou même à Paris, quand je me balade, je suis fan de street art. À Séville, je suis fan de Séville. Bah, je suis capable de te passer, je sais pas, peut-être de dire 15 fois dans la journée, je suis contente, regarde, c'est beau, tu vois. Ah, c'est beau quand même. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu chelou au regard des autres, mais cette capacité d'émerveillement, elle nous replonge aussi tu vois, dans l'instant présent. Et c'est quelque Mm. chose que j'aime bien transmettre. Alors, tu peux dire, ça n'a rien à voir avec mon contenu, etc. Mais tu vois, cette notion de la curiosité aussi, tu vois, tu vois, de pas faire du linéaire, de partager des petites choses. Tu vois, mes bouquins sont classés par ordre de couleur aussi. Ouais. Parce que j'ai compris que la couleur était ma mécanique la plus simple, en fait, parce que je me Mm. rappelle de la couleur du bouquin, généralement. Donc, tu vois, et donc c'est aussi ça, enfin, pour ceux qui nous écoutent, qui peuvent se dire que, comment dire, leurs espaces sont pas forcément ultra, ultra rangés, cherchez ce qui vous convient, en fait, à vous. C'est-à-dire que, tu sais, souvent, on dit, il faut le minimum d'objets sur la table. Bah ouais, mais moi, mes crayons, ça me fait kiffer. Je les aime, mes Oui, c'est crayons. ça. Du moment qu'ils ont leur place où je peux leur mettre dans un pot, tu vois, je trouve que voilà, c'est aussi voilà, qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Et peut-être pour clôturer voilà, ce petit paragraphe
Bah, sur le rangement, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, et je trouvais ça hyper marrant, en gros, quand tu vois, quand tu rentres dans un atelier d'artiste, il peut y avoir des pinceaux partout, des toiles partout, tu te dis: «C'est normal, c'est un artiste», en fait. Mmh. Et que si tu rentres dans le bureau des rangées d'un comptable, on te dira: «Il sait pas s'organiser». Et tu vois, ce rapport, en fait, au rangement, moi, je préfère, en fait, avoir un bureau où il y a des crayons, tu vois? Où c'est un truc vivant. Moi, ça me fait plaisir, la couleur, en fait. Tout à l'heure, je vous disais, j'avais un appartement qui était noir et blanc, j'ai refoutu de la couleur. Alors avec, comme je sais qu'on a quand même parfois un peu tendance à se lasser, juste mis des coussins de couleur, tu vois? J'ai pas j'ai pas repeint tous mes murs pour le moment, quoi. Je vois que chez vous, c'est coloré d'ailleurs, tu vois? Mais en gros, tu vois, de retrouver du plaisir, c'est une notion qu'on a vachement, vachement, vachement perdue, en gros. Oui. On est très pathologisant dans notre société, hem et voilà, remettre un peu de, tu vois, de simplicité en se disant, «Vous imparfaite, moi imparfaite, c'est très bien, on va papoter ensemble et avec les auditeurs imparfaits et imparfaites». Ouais, c'est Tu vois? ça. Complètement. Et ça, je pense que ça manque dans notre société, c'est ce que j'essaie de mettre effectivement sur les réseaux sociaux, quoi. Et du coup, tu dirais que en fait, c'est là où tu boucles presque une boucle ou pas entre euh, les stratégies que tu as mis en place pour bien vivre ou mieux vivre avec ton TDAH et l'optimisme. Parce que finalement, quand tu parles de plaisir, d'émerveillement, de se dire qu'est-ce que c'est beau, une charpente, là où d'autres vont même pas la voir, cette charpente, tu vois. Est-ce que Ouais. tu dirais que Ouais. tu fais une boucle là-dessus, en fait? Eh ben, c'est une super question parce qu'à un moment donné, évidemment, quand j'ai découvert mon diagnostic de TDAH, je me suis dit: «C'est bon, je vais plus parler que du TDAH». Tu vois? C'est fini l'optimisme. Tu sais? Un peu notre impulsivité, d'ailleurs, c'est notamment Élodie qui m'a dit: «Non, mais enfin, toi, tu es quand même sur l'optimisme de base», tu vois? C'est ça pourquoi les gens, ils t'écoutent, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très, très incarné chez moi, et du coup, qui est hyper, pour moi, facile. Le goût de l'émerveillement, je l'ai pas perdu. Mm. Chemin Voilà, chemin faisant, par contre, quand on est dans le dur, c'est hyper difficile d'avoir l'injonction: «Non mais regarde, les choses vont bien», tu vois? C'est quasi impossible. Donc j'ai envie de te dire, d'abord, il a fallu quand même que je remonte la pente, dans le sens, ben, que, que je remette plein de choses finalement d'équerre. Faut savoir quand même, pour l'anecdote, j'ai fait un coaching de 8 séances avec une nana qui était top d'ailleurs. Conclusion de la séance, pour arriver à cette conclusion: mes besoins sont aussi importants que ceux des autres. Mais 8 oui. séances Oh, bah Oui, mais ouais. quand on te l'a Cette jamais dit, en pour fait. cette Ah ouais. Ah pour oui. cette eureka. Et pourtant, c'est marrant parce que moi, j'avais plutôt l'impression d'avoir toujours mené ma vie un peu de façon, comme je te disais, voilà, je suis partie à New York, je suis partie à Barcelone, à Lisbonne. J'ai plutôt toujours eu une sorte de notion de plaisir, en fait, dans mon quotidien. Mais je me suis rendu compte que j'étais dans le sacrificiel dans ma boîte. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, je disais: «Je veux plus avoir trop d'équipes», et je me disais: «Bah oui, mais moi, mes salariés, ils veulent continuer à bosser». Tu vois? Et du coup, je me disais: «Bah oui, mais moi, j'ai plus envie d'avoir 30 salariés». Donc tu vois? Et il y avait un peu cette notion d'opposition entre ce sentiment d'assumer, en fait, ce qu'on a aussi fait avant, et pourtant savoir que ça correspond plus à notre besoin. Et ça a été quelque chose qui a été, par exemple, très difficile pour moi, de devoir faire sortir les gens de mon entreprise. Alors il y en a beaucoup que j'ai repris en freelance derrière d'ailleurs, mais comment dire? D'assumer que je préférais une notion de liberté. Et puis, en plus, c'était quand même au cœur de mon quotidien. C'est-à-dire que, dans mes valeurs, j'ai la liberté d'expression, d'être, et cetera, et cetera. Donc tu imagines bien que mettre des contraintes à des gens, c'est pas pour moi, hein, et quand tu es Mm. manager, tu es quand même censé vaguement mettre des contraintes, hein. Mm. Donc en gros, et donc il y a eu un vrai en fait, il y a eu un vrai parcours qui a été un moment finalement douloureux, qui a été en plus très corrélé au moment où j'écrivais le bouquin «Oser parler de santé mentale». Et donc en gros, finalement, Mm. quand tu parles de santé mentale ou quand tu parles d'optimisme, à mon sens, en fait, c'est deux versants finalement d'un même sujet, sauf qu'ils n'ont pas du tout la même énergie. Mm. C'est-à-dire que quand tu parles d'optimisme, qui est un facteur de protection, hein, ça a été démontré par pléthore d'études sur le sujet, il y a quelque chose de très joyeux, que quand tu parles de santé mentale, tout de suite, ça devient très douloureux. Pourtant, la santé Mm. mentale, c'est une connotation qu'on a, mais il y a aussi toute la notion de souffrance, et cetera, et cetera. Et en fait, après avoir plongé là-dedans, parce que, forcément, j'ai beaucoup, pour l'écriture du bouquin, nous, on formait en plus au premier secours en santé mentale, même Mm. encore aujourd'hui, hein, je donne des conférences sur ça. Mais mon côté, en fait, de se dire: «Tranquille, c'est pas signe il y a quelqu'un je sais plus comment il s'appelle, qui disait: «C'est pas signe de bonne santé que d'être de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade». Donc Ouais. en gros, pour moi, dire, qu'on va voir un psy,
limite, c'est signe d'intelligence, tu vois, c'est signe d'humilité. Alors, psy, coach, thérapeute, voilà, Quelqu'un chacun qui choisit, t'accompagne, en quoi. fait, Ouais, se faire voilà, accompagner, quelqu'un quoi. qui exactement, qui va se Mm. faire accompagner, puis voilà. Et du coup, il y avait cette notion de simplicité et j'ai rebouclé avec l'optimisme, bah, il y a 2 ans, en fait, avec la deuxième conclusion de ce fameux coaching, qui était déjà si j'apporte de la joie aux gens, je sais pas, c'est pas mal. Parce que je me Waouh, bah disais, oui. j'ai peur que ça paraisse simpliste aux gens, l'optimisme, etc., ce côté très, très très joyeux, très simple, etc. En plus, moi, je suis entourée dans mon quotidien bah, de psy, de machin, etc., tu vois, de préventeurs en risques psychosociaux, tu vois, des trucs qui sont très, bah, très, très métiers, qui sont une part de mon quotidien. Mais en fait, moi, ma mission, c'est plutôt bah, déjà la simplicité d'apporter de la joie. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était pas assez. Je me disais, il faut faire plus intelligent, il faut que je mette plus d'études, etc. Non, déjà, si les gens se sentent mieux après avoir vu quelque chose sur les réseaux sociaux ou sur le site web, bah, ça sera déjà pas mal. Mais tu vois, il a fallu bah, un coaching pour arriver à ces 2 conclusions et pour justement, comme tu le disais, Annabelle, reboucler avec la notion Mm. de joie. Ouais. Ouais. Qui est ancré en toi, en fait, en vrai, en tout Oui. cas, qui fait partie de toi. C'est ça. Et c'est vraiment quelque chose d'assez, tu vois, d'assez naturel, de pas te forcer. Mais tu sais, quand tu arrives très vite, faut pas faire d'injonction à ceci, à cela. Mm. Toi-même, tu finis par douter. Alors que toi, tu kiffes juste la simplicité de la vie, bah, les rencontres, la charpente, tu vois, Ouais, des petites choses. c'est ça. Et je me dis, si les autres déjà pouvaient se dire, en fait, il y a plein de choses qui vont pas. En fait, en gros, de temps en temps, moi, je suis hyper en colère contre la société, contre certaines entreprises contre certaines aberrations. En plus, forcément, on a plutôt des émotions qui montent, voilà, les sentiments d'injustice que je peux voir. Puis t'imagines pas tout ce qu'on me raconte dans le monde du travail, mais c'est des Oh trucs bah, délirants en Ouais. fait. Mm. Mais je me dis, ben, soit je pars sur cette énergie où je vais critiquer en fait, mais c'est pas moi, ou alors je me dis, ben, je vais plutôt insuffler, on va déplacer le centre de gravité de la norme comme ça, en se disant, on va essayer d'améliorer, tu vois, d'améliorer les choses. Et c'est là où j'ai ma toute petite action et bah voilà, maintenant je sais que c'est suffisant. Il y a peu de gens qui le font en plus, donc je me dis, bon, bah tant mieux. Oui, complètement. clairement, Oui, oui, clairement, complètement. clairement. Euh, Est-ce que je peux me permettre de revenir sur tout à l'heure, tu as dit que tu avais pris des médicaments, que tu n'étais pas forcément pour et que l'idée, c'était pas de le garder, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qui a fait, alors déjà que tu as accepté, et comment, qu'est-ce que ça t'a fait à l'intérieur de toi, dans ta tête? Parce que je pense Ouais. que c'est ça, en fait, qu'est-ce que ça t'a fait dans ta tête? Ouais, alors plusieurs points. Bon, faut savoir, tout à l'heure, je vous disais, j'ai mal nulle part. Ma consommation de médicaments, ça doit être, allez, de 2 Doliprane peut-être par an, les mauvaises années. Voilà. Donc autant vous dire que, voilà, à part quand je me suis fracturé la cheville où j'ai eu une opération et où j'étais sur tramadol, la meilleure drogue qui soit au monde, hein, tu vois. Mais en gros, à part à ce moment-là, je ne suis pas du tout consommatrice de médicaments. Plutôt tendance à penser que le corps, il sait très bien faire, à faire confiance. Et donc, j'étais pas du tout, je suis pas une pro-médicament d'un point de vue général. Hem, Après, en plus, j'avais moi un énorme problème philosophique à prendre des médicaments. Je me sentais un peu dans Matrix. Je prends une pilule pour m'adapter à la société, en fait. Et ça me posait un putain, tu sais, ça me posait une vraie question. Putain, je suis en train de prendre une pilule, finalement, pour mieux travailler. Parce que c'était ça mon vrai problème, c'est de réussir à contraindre le temps, à bosser pour m'adapter, en fait, en plus, à une situation dans laquelle je m'étais automise. Donc, tu vois, c'était hyper, bah, philosophiquement, c'était hyper compliqué. Et honnêtement, si j'avais pu tout arrêter, faire 6 mois de pause, je pense que j'aurais choisi clairement cette solution. Bah, sauf que tu as des responsabilités. Tout le monde ne peut pas lâcher son job du jour au lendemain. J'avais des salariés. Bon, bref, pas le choix. Et je me disais, est-ce que bah, finalement, si demain, par contre, par exemple, j'étais agricultrice, je vivrais beaucoup plus au rythme des saisons, est-ce que bah, je m'adapterais bien plus à la société? Je vous parlais de la notion de cyclicité versus la société linéaire. Je me posais toutes ces questions et j'avais l'impression vraiment d'être dans une dystopie, tu vois, à prendre un médicament. À titre perso, j'ai pris du Concerta. Là, je sais que je crois que c'est en rupture de stock un peu partout. Et j'ai pris de la Ritaline. Alors, on m'a prescrit, hein, évidemment, hein, c'est pas ça. Et puis au démarrage, pour être très honnête, j'y croyais pas trop parce que je voyais pas comment un médoc allait pouvoir m'aider à mieux m'organiser. Ça me paraissait hyper, tu vois, enfin,
Vraiment, j'y croyais pas trop. Mais j'étais en souffrance. En gros, là, à ce moment-là, faut se dire que j'arrivais pas à remonter. J'étais ensevelie de projets, j'avais pas de bande passante. Et en plus, comme je faisais plein de conneries, en fait, ben, mes billets de train, c'en était qu'une, hein, mais ça allait être d'oublier de faire. Enfin, voilà, tu vois, comme. Et ben, finalement, je me suis dit que j'avais besoin d'une. Dans le bouquin, je voulais le dire, je crois que on a coupé un peu trop, mais en gros, je me disais, c'est un peu, tu sais, comme un petit vélo qui dévale la pente, en fait, à fond, en fait, tu vois, qui tourne à gauche, à droite, un peu au dernier moment, tu vois. Et pour moi, je voyais vraiment le médoc un peu comme des petites roulettes qui allaient créer une force de frottement et qui allaient me permettre de mieux me redirectionner, si je peux dire ainsi. Je crois que le mot n'existe pas, mais bon, vous avez compris l'idée. Nous, on Et aime. là, j'ai eu l'impression d'être dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Après, à partir du moment où on a trouvé le bon dosage, parce qu'il a fallu un peu itérer, je me retrouvais. Alors déjà, moi, vous le savez, toute personne qui a un jour essayé de me contacter, faut me relancer 4 fois et j'ai aucun problème à être relancée, hein. Mais en gros, j'étais capable de répondre je sais pas, à 40 mails de suite, ce qui n'était jamais arrivé de toute ma vie, en gros. Et là, et là, en fait, c'est a posteriori, au bout des journées, je me disais, waouh, enfin, je trouvais ça incroyable. En fait, il y avait une sorte de stupéfaction d'avoir réussi en fait à faire ça. Et donc, ça m'a aidé pendant un moment. Mon psychiatre, alors évidemment, tout ça, voilà, ça a été fait en corrélation avec le psychiatre. Il m'a, il m'a un peu rassurée parce qu'en plus, souvent, on a quand même, enfin, moi en tout cas, j'ai plutôt des tendances un peu addictives à tout. En gros, aux séries, aux machins, etc. Je me suis dit, punaise, je vais me créer une addiction, tu vois, voilà, c'est certain. L'addiction, elle n'est pas, elle est pas en l'occurrence à la substance, mais à l'état dans lequel on peut être dans la substance, en se dire putain, je suis productif, tu vois. Donc en gros, moi j'ai vraiment pris cette période en me disant, ça va me permettre de tout reconstruire, tu vois, de façon un peu cohérente. Je le prenais, par exemple, j'en prenais pas le week-end, en fait. J'essayais en fait de m'astreindre, pas, voilà, essayer de ne pas m'habituer en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'on a souvent un stigma en fait sur la prise de médicaments, alors que c'est une relation qu'on prend dans l'intime avec un médecin. Il y a quand même des examens, tu vas passer un électrocardiogramme, je sais pas trop quoi, pour vérifier que ton cœur marche bien. Je pense que personne ne prend ça à la légère, en fait. Alors après, peut-être je sais qu'il y a, voilà, il y a des débats aux US ou dans d'autres pays, mais je crois qu'en France, on prend pas ça à la légère. Donc, j'essaie de pas faire peser le stigma aussi pour les parents en fait qui ont des enfants neuroatypiques. Moi j'en Oui, ai, hein, ils ont donné des médicaments à leurs enfants en pleurant en fait, hein, ouais. en disant putain je Oui. voulais pas, etc. Mais tu essaies de faire en fait, tu choisis, je sais plus, il y en a une de toutes les deux qui l'a dit tout à l'heure, je crois, mais tu sais, tu choisis la meilleure solution en fonction du moment, en fonction des ressources que tu as. Et à mon sens, dans un monde idéal, on n'en a pas besoin. En fait, mais bah, moi, ça a été une aide. Voilà, je fais pas la promotion du médoc parce que c'est pas, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans son intimité. Et c'est vrai, hein, moi j'ai un copain qui me disait, moi j'ai l'impression que les enfants qui ont un TDAH, alors moi je parle que du TDAH hein, parce que c'est ce que je connais le mieux. Il me disait, j'ai l'impression que c'est ceux qui sont le plus proches de la vie en fait, et que ça peut créer une forme de, tu vois, on doit s'adapter à un moule, donc on pathologise tout ça. Moi en tout cas, à titre personnel, je vois pas ça comme un problème de santé mentale. Je vois ça comme une atypie. Je vois ça comme une caractéristique, de la même façon que je suis brune. Vraiment, pour moi, Oui. voilà, c'est la même chose. Mais c'est vrai que la société a tendance à créer un côté très, très pathologisant sur ça. Parce que aussi aujourd'hui, quand on parle des neuroatypies aussi, souvent on en parle d'un point de vue douleur. Et bah, tous ceux qui sont comme moi, en se disant, moi j'ai vachement hésité à en parler, en me disant, bah, entre guillemets, j'ai réussi. En fait, voilà, après, on met ce qu'on veut derrière le mot réussite, mais je me disais, moi, c'est moins pire. Parce que voilà, je voyais d'autres personnes, donc tu as une sorte d'effet de comparaison, donc tu te sens pas légitime à en parler, alors qu'il y a plein de personnes qui sont neuroatypiques. Moi, j'ai tellement de témoignages de gens qui m'ont dit, bah, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela, qui juste l'ouvrent pas, parce que bah, quand tu commences à en parler, tu dois expliquer ce qu'il en est. Il y a des effets de comparaison, tu as des gens qui n'en ont pas forcément besoin d'en parler. Moi, j'en avais besoin pour transcender, en fait. Mais tu as plein de. Enfin, je veux dire, sur le TDAH, selon les études, c'est entre 2,5 et 5% de la population. Vous vous rendez compte, c'est 1,6 million, 2 millions de personnes. Bah, c'est énorme, en Mais fait. c'est Oui, Mais énorme. c'est c'est juste qu'on énorme. est, Et on puis, est peu à en parler
parce Bah que oui. et du coup, on voit qu'un côté très, très pathologisant, en fait, et c'est vrai qu'il y a souffrance, hein. Faut quand même dire ce qui est. C'est vrai, bah, il y a souffrance en fonction, bah, de l'environnement dans lequel on a grandi, en fonction de notre capacité à compenser et autres. Mais il y a aussi plein de gens qui vivent avec ça, et heu et tranquilles, en fait, dans le Mmh. sens, bon, c'est embêtant au quotidien parce que même encore aujourd'hui, je fais plein d'erreurs, en fait, je les vois, en fait. Mais bah, c'est comme ça, quoi, en fait. Mmh. Et moi, j'ai ça et tout le monde a tout le monde a un truc, quoi, si je résume. Tu sais, on a Le tous petit une truc. différence, en fait. Et j'ai envie de te dire, à mon sens, c'est pas la pire des pires, en fait, hein. Ouais. Voilà, je préfère avoir un TDAH qu'être une grosse conne, un but de ma personne, en fait. Tu vois? Oui, voilà. Oui, oui, je suis d'accord. Hein, je crois que j'ai pas d'argument. Moi non plus. Et du coup, Voilà. comment t'as après, donc, si je comprends bien, le moment où tu as pris le médicament t'a permis euh, de comprendre, en fait, d'abord de fonctionner autrement et de comprendre aussi comment se structurait ce fonctionnement. Est-ce que tu arrivais à avoir une forme de métacognition là-dessus et de te dire, ah ouais, donc là, quand je fais ça, quand là, j'arrive à faire ça, c'est parce que je fais comme ci et comme ça, et à le retransposer après quand tu as arrêté, parce que on sait que tu as Mmh. arrêté aussi ce Ouais. traitement. Alors il y a un élément de réponse aussi. Tout d'un coup, je me suis dit: «Mais pour les autres, c'est facile». Mm. C'est ça aussi. Mm. C'est que pour moi, je mettais sur un piédestal les gens qui étaient capables d'écrire des emails. Vraiment, pour moi, c'était d'une telle incompétence que pour moi, les autres étaient vraiment meilleurs que moi, tu vois? Mm. C'était, genre, ils arrivent à se faire violence, tu vois? Et donc j'ai compris déjà, ça m'a enlevé une zone de culpabilité de me dire: «En fait, pour les autres, c'est facile. Ça leur coûte rien que de Mm. prendre des billets de train». Ouais. Mmh. Que moi, il y a le coup avant de mon Dieu, il faut que je prenne des billets de train, il faut que je les prenne à la bonne date, il faut que je les vérifie, et cetera, et cetera. J'ai encore fait une erreur en prenant un billet il y a 2 semaines, tu vois? Donc en gros, il y avait cette notion de pour les autres, c'est facile qui a été un réel soulagement pour moi. Et je crois que, en tout cas, alors je sais, je suis pas allée en métacognition ou sur des choses comme ça, j'ai pas analysé, en gros. Par contre, j'ai expérimenté. C'est-à-dire que je me suis rendu Mm. compte que j'étais capable. Donc ça a été, à mon sens, cette notion de me renforcer dans ma capacité à faire les choses. J'ai profité de cette période pour faire un peu tous mes rangements, donc Mm. mettre en place les outils, mettre en place, tu vois, je te parlais des classeurs de couleurs, mais j'ai mis des icônes de couleurs sur mon ordinateur avec des petits émoticônes qui me font plaisir. Tu vois, j'ai passé en fait vraiment cette période à me structurer en me disant, euh, j'ai, entre guillemets, cette aide à un instant T qui va me permettre, que j'aurais pu avoir autrement, hein. Je Mm. mets quand même de la nuance en se disant, j'aurais peut-être pu me faire accompagner par quelqu'un qui m'aide à ranger, en payer, je sais que ça existe, des organisers, tu vois. J'aurais peut-être pu prendre une assistante qui me classe mes trucs, mais je reviens un petit peu en arrière. Moi, en fait, je m'étais complètement déresponsabilisée. C'est-à-dire que, n'étant pas dans l'hyper-contrôle, j'avais 4 personnes qui avaient accès à mon agenda, qui me déplaçaient les trucs. Et en fait, bah, finalement, tu vois, je n'avais plus aucune idée de mes comptes de la boîte parce que je les lisais plus. En fait, tu vois, j'avais tout déresponsabilisé et j'ai compris qu'il fallait que je me re-responsabilise aussi. C'est-à-dire que je me suis dit, Mm. c'est pour ça que j'ai choisi de le faire moi-même plutôt que voilà, que j'aurais pu faire autrement, en fait, hein. Et donc, on va dire que j'ai vachement itéré, en fait, dans le concret, dans la matière. Je sais même pas combien de temps ça a duré, tu vois. Je dirais 2 ans, mais je suis pas bien sûre, hein. Mais plus ou moins, en fait, pour avoir au moins les premières étapes, en gros, qui m'ont permis de construire la suite et de me créer des formes je dirais pas de routine, hein, parce que je crois que quand on a, la routine, c'est quand même quelque chose de vraiment compliqué, mais de me créer au moins des bonnes pratiques sur lesquelles je sais que je peux revenir. Et Mm. aujourd'hui, bah, finalement, je m'autorise à avoir des moments où je pars encore en live, c'est-à-dire que ne serait-ce que sur mon bureau, hein, sur mon écran de bureau, là, j'ai plein d'icônes, de logos, de machin, mais je sais qu'à un moment donné, je vais aller les ranger et les trier, tu vois. C'est cette notion d'optimisation. Alors moi, j'ai toujours, quand j'étais gamine, je disais, l'enjeu, c'est pas la note, c'est la note sur le temps passé, tu vois? J'ai toujours
ouais, en fait, cette notion de, tu vois, d'effet, La d'effet de rentabilité, comparaison, quoi. si je résume. Mm. Et vraiment, j'en ai profité plutôt pour structurer les choses, d'itérer. Ça m'a redonné un peu confiance, voilà, confiance en moi. C'est les moments où aussi j'ai été accompagnée, parce que tout ça, ça a fait émerger plein de sujets. Donc, tu vois, le coaching, et là, je suis en train de tester des compléments alimentaires. Je n'ai pas Cool. encore d'avis sur le sujet. J'ai juste on m'en a envoyé. Donc là, ça fait quelques mois que je prends des oméga 3. Voilà, en fait, je suis en train d'essayer maintenant d'expérimenter, mais je pense que c'est aussi parce que c'est ma nature profonde, Mm. tu vois, Mm. d'expérimenter, de tester, en gros. Ouais. Complètement. Et sur ton... Est-ce que ça t'a fait flipper d'arrêter? Ouais, alors honnêtement, oui. Mais mon psy me coûtait très cher. Non, je rigole. Mais comment dire? Ouais, alors ça m'a fait flipper, c'est-à-dire que j'ai gardé pendant très longtemps des comprimés de réserve, si on peut dire comme ça, parce que comme je les prenais pas chaque jour, c'est quelque chose, alors peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas, c'est quelque chose de très réglementé, on t'en donne 28 parce que c'est par période de 28, et moi j'en avais cumulé quelques-uns pour les jours où j'en prenais pas, donc j'ai gardé jusqu'à péremption en fait, quelques comprimés un peu au secours en fait. Et surtout, à un moment donné, je me suis rendu compte, tu vois, que ça fonctionnait sans aussi. J'ai pas fait un arrêt, tu sais, j'ai pas papoté avec mon psychiatre, est-ce qu'on va faire un arrêt, machin, etc., etc., etc. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ça fonctionne, j'ai suffisamment avancé et j'ai osé un peu lâcher ça. En me disant aussi, tout à l'heure, je vous disais, la vie, elle est cyclique. Donc, c'est aussi Mm. peut-être que dans quelques années, j'en aurai besoin à nouveau pour une raison X ou Y. Et c'est OK. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je préfère les choses naturelles, mais encore une fois, on n'a pas tous accès à des choses naturelles, c'est pas forcément remboursé. Donc, tu vois, Complètement. j'ai aussi toute cette conscience, en fait, c'est pas si évident, en gros, d'avoir accès à Je sais Médication, ouais. jamais médication. ça. Médication. Je vais pas aller Ouais, sur ce terrain. ça me rassure, ça me rassure pas. Voilà. Donc, j'en Ouais. parle, en tout cas, j'en parle ouvertement et après, chacun prend sa décision, mais en tout cas, arrêtons de Oui, juger les autres. Oui, C'est ça complètement. aussi, c'est que chacun fait comme il peut au mieux en fonction et ça reste quand même une décision qu'on prend dans l'intimité d'un cabinet, quoi. ouais, c'est ça. Et donc, ça vaut dans toute la vie. Arrêtons de juger les Bien autres. sûr, Oui, Hein, c'est ça. voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis c'est vrai, hein, moi, j'ai pas de problème à dire que je trouve que mes copains TDAH, ils sont très rigolos, Ouais, très sympas, tu vois. ouais, ouais, moi C'est-à-dire aussi. qu'il y en a d'autres Enfin, qui vont se dire, ils sont bizarres. Ma mère, elle m'a toujours dit, tes copains, quand même, ils sont bizarres, Catherine. C'est ça, donc c'est vrai que tu vois, j'ai des gens qui sont très extravagants, très décalés, qui ont des parcours de vie qui sont vachement décalés. Mais en même temps, on a toujours des histoires à raconter, des nouvelles passions. Tout à fait. Tu vois, j'ai commencé par Harry Styles, tu vois, je finis aussi par Harry Styles. Mais en gros, c'est chouette aussi, tu vois, c'est quelque chose de très vivant Mm. et ça, c'est vraiment mon message, d'essayer de remettre de la vie, du vivant, de la simplicité, de l'humilité sur tout ça. Et il y aura toujours des gens pour nous dire ça n'existe pas, c'est un effet Oui, de mode, toujours. etc. Mm. Voilà, ce que j'essaie de dire, c'est bien sûr que ça existe. Après, tu choisis la catégorie dans laquelle tu mets ça, mais tu vois bien qu'il y a des gens qui sont différents des autres. Et Oui, pas complètement. seulement couleur de peau, taille, ouais, largeur, Bah oui. neurodiversité, c'est quelque chose d'évident, de factuel, mais ça peut faire du mal en fait quand on entend des gens qui nous disent ah ça n'existe pas. oui. Viens Ouais. dans mon cerveau, tu verras. Tu verras bien, ouais, c'est ça. Tu verras si tu arrives à bien vivre avec toi. Exactement. C'est ça, Survie c'est ça, 24 heures. c'est ça. Bon, allez, quelques questions bonus. Si tu devais illustrer ton TDAH avec une scène de film ou une image absurde, ça serait quoi? Une scène de film ou une image absurde. Ah, j'aurais dû les préparer ces questions. Ouais, pardon. Non, non, t'en fais pas, je vais réfléchir. Moi, j'ai quelque chose de...
Alors, je l'avais mis sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est Phoebe qui est dans Friends, dans un supermarché, entre plusieurs rayons. C'est, elle va à gauche, elle va à droite, elle va à gauche, elle va à droite, elle va à gauche, elle va à droite, et c'est pas forcément se décider. Et c'est vrai que moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le fameux choisir, c'est renoncer, c'est quelque chose, tu vois, d'hyper compliqué pour Ouais. moi. Et de temps en temps, je vais sur ça, je dis non, faut que je fasse ça aussi, tu vois. Donc, ouais, je pense que ça serait un peu cette notion d'un peu comique tu sais, de partir en roue libre sur sur une nouvelle passion régulièrement. Ouais, je pense que ça serait ça, quoi. Et tu Et cours comme elle? Tu te rappelles comment elle Comment? court? Tu te rappelles comment Ouais, elle court? Tu cours comme elle, tu sais, avec les membres ouais, complètement. ouais, ouais, ouais. J'ai pas cette audace encore, tu vois, j'ai pas complètement déconstruit le regard des autres parce que je courrais pas comme ça dans un, comment ça s'appelle? Ouais. Dans un, dans un dans- supermarché Dans ou... un supermarché, oui, par exemple. dans- Catherine, si tu étais une appli, tu servirais à quoi? une application, Ouais. c'est facile à essaimer de la joie, un truc Ah ouais. joyeux. Je sais pas, des citations d'encouragement, tu vois, ou des Mm. citations de t'en fais pas, on est tous imparfaits, tout va bien, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, resimplifier, ouais, un truc comme ça. Mm. Si t'étais une playlist, si ton TDAH plutôt était une playlist, ça serait quoi? Ouais, c'est bah, à l'image du TDAH où on explore plein, voilà, de sujets différents. En fait, je pense que la playlist, elle serait monobook sur une chanson, les unes après les autres, tu vois. C'est En ça. Je peux replay. avoir des phases. Bah, tout à l'heure, je donnais un artiste, mais je peux avoir une phase où j'écoute que du flamenco Ouais. parce que je trouve ça, tu vois, je trouve ça joyeux. Et puis après, je vais écouter Orelsan. Et puis après, tu vois, voilà, ça serait quelque chose, je pense, très, très aléatoire. Ouais. euh, et régulièrement monomaniaque sur une chanson Mm. en boucle, quoi. Mais la dernière fois, un truc honteux, je me suis retrouvée, tu sais, 10 heures, ils te font des Ouais. récapitulatifs à la fin de l'année. J'étais, je crois, dans le top 5% des gens qui avaient le plus écouté Harry Styles. Et surtout, en troisième personne, tiens, en troisième groupe écouté, j'avais Claude François. Bon, je sais pas Bah si voilà. j'assume, Le rapport. mais je pense que j'avais dû avoir, tu sais, une période régulièrement, tu sais, je mets les écouteurs, j'ai des enceintes, tu sais, dans la baraque, dans la maison, qui te lancent une chanson. Donc régulièrement, j'ai des phases où je lance le lundi au soleil, Ouais. tu vois. Et je me suis dit D'accord. quand même qu'il arrive dans le top 5, c'était quand même vaguement la honte, quoi. Non, mais c'est pareil, ça reste entre toi et ton diseur. Ou pas, après, c'est comme Voilà, entre vous, la exactement, ça reste partager. entre tous ceux qui ont écouté jusque-là, C'est tu vois. ça, là, ça reste entre nous. C'est Après, ça, entre nous publiquement, quoi. voilà. Catherine, le truc le plus inattendu que tu as découvert sur toi cette année, cette demi-année en tout cas. Le plus inattendu que j'ai découvert sur moi, bah, que j'étais capable de dire non. Ça a Mm. été une expérience. C'est pour ça que je parle beaucoup du fait d'oser dire non. Tu sais, j'ai fait plein de formations sur l'assertivité, sur tout ça. Et c'était une zone tu vois, de problème, non pas qu'en fait, et de culpabilité en fait. Et pour autant, c'était pas du tout à ce qu'on a l'habitude de dire. C'était pas parce que je veux plaire, tu vois, c'était pas parce que ceci, cela. C'est que moi, j'ai vachement peur, en fait, de mettre les gens en galère. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu tant de mal à faire sortir les gens de mon équipe. C'est que je me Mm. disais, oh, qu'est-ce qu'elles vont faire après? Il y avait une sorte ben, finalement, je dirais pas de déficit de confiance dans l'autre, mais en fait, tu vois, j'ai un côté très, très protecteur d'un point de vue global. Et Mm. par contre, j'ai su maintenant bah, que mon besoin était aussi important que celui des autres. Alors ça, je l'ai appris il y a 2 ans, mais je crois que je suis encore en train de l'intégrer 2 ans plus tard. Ouais. Oui, il y a des relents comme ça. Il y a- voilà, et de temps en temps, on te dit quelque chose, et puis 2 ans plus tard, tu te dis, ah, ok. Ah Voilà. ouais, c'était ça. Catherine, si tu pouvais envoyer un mémo vocal à ton futur toi dans 10 ans, tu lui dirais quoi? J'espère que tu t'éclates. Ouais, ouais. J'espère que tu t'éclates parce que en 2023-2025, on a remis beaucoup de choses d'équerre pour Mm. que tu t'éclates dans 10 ans, en fait. Ouais. Donc, voilà, j'espère que tu savoures parce qu'on a galéré en 2023-2025 à te remettre d'équerre. Enfin, 2020-2025, peu importe. Ouais. Quel est ton super pouvoir le plus inutile que tu préfères?
Bah, je pense d'avoir la chair de poule quand les gens me disent des choses et je ne sais pas identifier le pourquoi. Enfin, parfois, je n'en ai aucune idée. Et je trouve ça incroyable parce que la chair de poule, tu peux pas la fake. En fait, Mm. tu peux pas faire semblant. Et de temps en temps, des gens me disent quelque chose, mais ils me parlent de quelqu'un ou ils me parlent d'un projet qu'ils ont. Ça a pas de sens et j'ai pas craqué encore quand est-ce que ça me fait ça. Donc, je trouve que c'est un super pouvoir, mais franchement inutile parce que je dis aux gens, ah, ça fait la chair de poule, mais je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Mais Ça c'est le te truc le plus touche. inutile. Ça te Ouais, touche, mais c'est ça. ça Mais te je sais pas, touche. mais de temps en temps, c'est quelqu'un qui va me dire un nom, le nom de quelqu'un dans une conversation. Il y a même pas parfois de trucs émotionnels. C'est juste qu'il me parle de sa cousine qui a été le truc. Ça me fait je sais pas dire pourquoi. J'ai jamais Mm. compris encore. Et donc la tradition dans ce podcast, est-ce que tu peux, s'il te plaît, poser une question pour l'invité suivant ou suivante? Parce qu'on laisse toujours le suspense, donc tu ne sais pas qui sera le ou la prochaine invitée. Nous, on sait, mais nananer. Pardon. Euh, En quoi ton atypie a-t-elle été une force finalement? Mm. Ok. Pour remettre justement ce goût de. Alors, j'aime pas dire que c'est un super pouvoir ou des choses comme ça, parce que ça peut invalider la souffrance de certains, mais on a les avantages de nos inconvénients, en gros. Ouais. Oui, Merci complètement. beaucoup, Catherine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Bah, je pense qu'on a à peu près parlé de tout, non? On a. Comment ça s'appelle? Non, enfin, moi je bosse beaucoup avec le monde professionnel, d'un point de vue général, tu sais, Mm. et je trouve que le monde professionnel est encore en retard. Donc, surtout à tous ceux qui nous écoutent. Et pourtant, j'ai des RH engagés, tu vois, autour de moi, j'ai des personnes sensibles à la neurodiversité, etc., etc. Du coup, n'attendez pas, en fait, que l'entreprise s'adapte à vous. C'est terrible à dire, mais on est responsable de nos propres parcours, en fait. Et c'est à nous, finalement, de les embrasser en se disant, bah, si j'attends on parle de ça dans ma boîte, on peut attendre longtemps et surtout de pas se dévaloriser. En gros, hein, je sais que c'est pénible, on a un TDAH, et puis j'imagine le neuroatypie en général, hein. Mais bah, on reste des gens, souvent, en tout cas, moi, les gens que j'ai croisés, souvent incroyables, hélas, avec au pied un déficit de confiance en soi énorme Oui. dû à l'entourage. Et peut-être dernier mot, c'est cette notion de non-jugement. Parce que moi, et je vais le donner pour les parents qui nous écoutent, je pense que c'est important. Moi, je me suis construite en fait parce que je n'ai jamais entendu mes parents critiquer quelqu'un. Ça Mm. paraît bizarre, mes parents sont pas du tout des saints, on n'est pas du tout dans les trucs Montessori ou quoi que ce soit. C'est juste que mes parents sont des bricoleurs. Et donc, à la maison, on parlait enfin, tu vois, de retaper quelque chose, un meuble, machin. Tu vois, j'avais des parents qui étaient très terre à terre, si je peux dire ainsi. Et c'est vrai que moi, je les ai jamais entendus critiquer le cousin, la voisin, la voisine, le machin. Alors parfois à la télé, hein, on va pas se mentir. Mm. Mais en fait, finalement, une amie me disait récemment ses parents, quand il y avait des gens qui allaient dîner chez elle, eh ben, elle avait l'impression que ça se passait super bien. Ils étaient à peine partis, qu'ils critiquaient la tenue, le machin, etc., etc. Elle me disait, moi, ça m'a créé un vrai déficit de confiance en moi parce que je crois plus personne, j'avais l'impression en permanence d'être jugée, etc. Donc, si vous êtes parent, bah, finalement, essayez d'appliquer ce que mes parents ont fait, hein. C'est pas, voilà, c'est pas du tout des ils n'ont pas fait exprès de faire ça, mais c'est quand elle m'a partagé ça que je m'en suis rendu compte, que ça m'a donné une autorisation, en fait, bah, à avoir un parcours de vie qui, malgré un TDAH, m'a quand même permis de m'exprimer, de partir à l'étranger. J'ai jamais réfléchi au regard des autres. C'est-à-dire que Ouais. récemment, j'ai une pote, 40 ans, hein, qui m'a dit, mais tu sais, quand on va à la salle de sport, les gens te regardent. Je m'étais jamais posé la question que les gens jugeaient d'autres gens à la salle de sport. Parce que dans mon regard, je sais que ça existe, que les gens s'évaluent, se jugent, mais en fait, ne l'ayant jamais vue petite, ben, in fine, je ne l'ai pas intégré. Et Mm. c'est-à-dire, je me dis que quelqu'un qui me critique, ben, c'est vraiment qu'il n'a rien à foutre, en fait. C'est Donc, tellement. voilà. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, c'est un peu cette notion de. En tout cas, pour les parents, moi, je sais que c'est. Je pense, en fait, je l'ai craqué il y a, ouais, il y a 6 mois, hein, avec cette conversation avec ma pote où je me suis dit, c'est peut-être ça qui a fait que je me suis autorisée
et que je suis pas tombée dans cette souffrance du changement, de ceci, de cela. Voilà, je trouve que c'est important de le partager. Et voilà, si on arrivait à moins se critiquer les uns les autres en mettant un peu d'humilité en disant toi aussi t'es imparfaite. Donc voilà, ça me paraît important de le dire. Merci infiniment, Belle Catherine. fin. Merci de ce Merci temps, beaucoup. merci de ce moment extraordinaire. Hors J'espère temps. hors temps, j'espère que les personnes qui vont nous écouter passeront un aussi beau moment que nous. Vous pouvez commenter, liker, commenter et Poser nous des questions. poser des questions et nous les transmettrons avec joie à Catherine. Ou ce sera l'occasion de refaire un podcast, s'il y Un a peu. plein de questions, tant qu'à faire. Merci Avec beaucoup, plaisir. Catherine. Merci beaucoup. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Oui, bonjour, enfin rebonjour, c'est parce que je vous ai laissé sur message tout à l'heure. Je voulais vous dire juste, comme j'ai trouvé ça canon, je vous ai laissé un commentaire. Vraiment, comme j'ai trouvé ça super intéressant et compréhensible, d'envoyer la belle je comprends rien. Et j'ai aussi envoyé à mon pote GG, parce que par contre, il a lu beaucoup et il a vraiment envie de me comprendre. Et aussi, je vous ai laissé des 5 étoiles sur un lien d'écoute. D'accord. Et alors, en fait, l'idée, c'est de le partager sur une copine. Voilà. Et puis, si tu veux en savoir plus, et bien, tu viens en formation. Et merci à vous. Bisous, bisous.